Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. C'est la dernière du Paris magique et ésotérique ? Oui, c'est le dernier épisode qui vient justement finaliser ce cycle Paris magique et ésotérique. Donc, je vous avais emmené dans le 18e, sur la butte Montmartre. On est allé ensemble voir le quartier du Louvre aussi, dans le 1er arrondissement. On est allé voir le quartier des alchimistes de Nicolas Flamel dans le 4e. Et la dernière fois, je vous avais parlé des cimetières parisiens. Et donc, là, aujourd'hui, on va finir en beauté avec une petite balade dans le 6e arrondissement. Alors, le 6e arrondissement, c'est vraiment l'arrondissement qui symbolise la rive gauche de Paris. On l'appelle aussi l'arrondissement du Luxembourg. Et on va y trouver le très célèbre et très touristique quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, vous allez aussi y retrouver pas mal d'institutions culturelles prestigieuses, comme l'Institut de France, comme le Théâtre de l'Odéon ou encore l'École des Beaux-Arts. Et côté édifices religieux, on va y retrouver les églises de Saint-Sulpice, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, et de Saint-Germain-des-Prés. Alors, il faut dire que c'est aussi un arrondissement résidentiel qui est très aisé, qui est l'un des plus chers de la ville, et puis qui est au sud-est de l'arrondissement, marqué aussi par la présence du magnifique jardin du Luxembourg, qui est très, très apprécié des promeneurs. Alors, ce jardin, il a été construit par Marie de Médicis en 1612. Et dans ce parc de 25 hectares, vous allez retrouver un verger, des serres à orchidées, une roseraie, une orangerie, des ruchers. Enfin, c'est vraiment magnifique. Vous allez retrouver aussi toute une collection de statues, la très belle aussi fontaine Médicis. Et peut-être que vous allez aussi retrouver le barreau, puisqu'en fait, le jardin du Luxembourg, il est entouré d'une grille, on va dire, de pics de métal doré. Et donc, la légende dit qu'un de ces barreaux serait en or. Et c'est pour ça que vous regarderez, certains barreaux sont un peu grattés, puisqu'il y a des gens qui continuent en fait à chercher, on va dire, ce fameux barreau en or. Enfin voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et dans ce 6e arrondissement, vous allez aussi y retrouver les cafés littéraires mythiques, comme le Café de Flore, comme la Closerie des Lilas, ou encore les Deux Magots, où Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Apollinaire ou encore Pablo Picasso y avaient leurs habitudes. Donc c'est un quartier qui est très agréable, avec plein de boutiques de créateurs, des brasseries, des cafés, des restaurants, et c'est un côté très, très chill. Voilà, donc on va y voir se côtoyer des touristes, des étudiants, des Parisiens. C'est vraiment un chouette endroit. Et donc, pour notre balade dominicale, je vais vous emmener ce matin à la découverte de 3 lieux empreints de mystère: le numéro 5 de la rue de Tournon, l'église Saint-Sulpice, et on finira par un tour dans la rue de l'Hirondelle. Alors, commençons par la rue de Tournon. Alors, la rue de Tournon, c'est une rue qui débouche sur la façade du Sénat, et à son autre extrémité, en fait, cette rue va se poursuivre avec la rue de la Seine qui donne vers le fleuve, et elle est toute proche du jardin du Luxembourg dont je vous parlais avant. Alors, on va se concentrer sur le numéro 5 de la rue de Tournon, qui est une adresse assez connue puisqu'elle a la particularité d'avoir logé quelques illustres personnages. Et en particulier, ce fut la demeure pendant 50 ans d'une très célèbre cartomancienne. Alors, Alina, est-ce que tu devines quelle peut être cette cartomancienne, ou est-ce que quelqu'un sur le chat la connaît? Alors, ça me parle, mais le nom ne me vient pas. Alors, est-ce que sur le chat, quelqu'un remet cette célèbre adresse? Alors, ils entendent pas tout de suite quand tu parles, hein. Il y a toujours un petit... Oui, donc il y a un petit décalage. Alors, en fait, ce 5 rue de Tournon était le domicile de la très célèbre cartomancienne Mademoiselle Lenormand. Ah! Et oui! Oui. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite biographie, de vous relater une petite biographie de Marianne Adélaïde Lenormand. Alors, elle est née le 27 mai 1772 à Alençon.
C'était une fille d'un marchand drapier et d'une jeune femme d'origine humble. Et Marianne Lenormand va être élevée à l'abbaye royale des Dames bénédictines d'Alençon, où elle va recevoir une éducation très stricte. Et donc, elle va se faire remarquer dès son plus jeune âge parce qu'elle a déjà un caractère, on va dire, bien trempé, elle est très vive d'esprit, elle a une imagination très fertile. Et alors qu'elle avait à peine atteint sa 7e année, elle commence en fait à lire, à dire l'avenir à ses camarades de classe et à prophétiser. Et donc, notamment, elle va en fait prophétiser que l'abbesse de son couvent va être révoquée et remplacée par une dame qui vient de Luvardie. Et c'est vrai que 18 mois après, en fait, ça va être confirmé par le choix du roi. Voilà, de faire remplacer cette abbesse. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va finalement, on va dire, se distinguer par ce don, entre guillemets, et puis surtout, elle va se faire expulser parce que ça ne plaît pas du tout aux sœurs bénédictines. Et donc, c'est comme ça qu'elle va quitter donc l'abbaye et à la mort de ses deux parents, elle va monter à Paris dans les premières années de la Révolution en 1790. Alors, il faut imaginer, à ce moment-là, elle monte seule, elle n'a plus de parents, elle a 18 ans. Voilà, ça peut sembler quand même fou hein, quand aujourd'hui on pense à nos enfants. Mais voilà, elle monte à Paris à 18 ans. Elle va pendant un temps travailler dans une blanchisserie. Elle va tenir différents emplois, mais c'est dans cette blanchisserie qu'elle va rencontrer une diseuse de bonne aventure qui s'appelait Madame Gilbert et qui va lui enseigner les rudiments de la divination. Alors on pense que c'était à partir du tarot qui était, on va dire, déjà un outil de divination assez en vogue, et on pense même que c'était le tarot divinatoire d'Etela, donc le fameux jeu de cartes qui avait été créé par Aliette. Et 3 ans plus tard, donc à l'âge, vous voyez, de 21 ans, 22 ans, elle va même créer son bureau de voyance, où on lit au-dessus de la porte Mademoiselle Lenormand, écrivain public. Alors, pourquoi est-ce qu'elle utilise comment dire, cette fonction? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, l'astrologie, les diseuses de bonne aventure étaient interdites et sévèrement punies. Donc voilà, elle utilise, on va dire, ce subterfuge. Et dès son installation, elle va connaître un certain succès et elle va notamment rencontrer 3 des hommes les plus influents de la Révolution. Elle va rencontrer dans son cabinet Marat, Robespierre et Saint-Just, auxquels elle aurait prédit une mort violente. Alors, du fait de quand même cette activité illicite et aussi du fait qu'elle n'était pas juste voyante, en fait, elle écrivait aussi un journal. Mademoiselle Lenormand, en fait, elle est connue pour avoir été cartomancienne, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément écrit, et pas que sur les arts divinatoires. Elle a beaucoup écrit sur elle, donc c'est quelqu'un qui a vraiment en fait écrit sa légende. Et elle a eu aussi beaucoup d'écrits politiques parce qu'elle avait une très grande proximité avec le pouvoir. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais aussi parce que de nombreux hommes politiques venaient la voir et parce que c'était tout simplement en fait un sujet vraiment d'intérêt pour elle. Et donc c'était pas juste une voyante, c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, c'est quelqu'un qui avait une aura, c'est quelqu'un qui avait qui commençait à être connu, voilà, et qui diffusait, on va dire, des choses. Et donc c'est du fait qu'elle avait aussi cette activité-là qu'elle était vraiment sous la loupe de la police, et c'est comme ça qu'elle va se faire arrêter une première fois en 1794. Alors, elle a écrit plus tard qu'elle s'était fait arrêter parce qu'elle avait prédit la mort de Louis XVI. Bon, c'est moins sûr, mais parce que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup, on va dire, réécrit son histoire a posteriori. En tous les cas, le fait qu'elle soit passée par la prison, ça va encore contribuer davantage à développer sa renommée. Mais sa vraie fortune, elle va vraiment débuter lorsqu'elle va s'attacher l'amitié de la célèbre Joséphine Taché de la Pagerie, comtesse de Beauharnais, donc l'épouse de Napoléon Bonaparte, et qui bientôt ne pourra plus se passer d'elle et fera appel à ses services à tout propos.
Alors, faut dire que Marianne Lenormand, c'est quelqu'un qui avait vraiment une personnalité particulière. C'est quelqu'un d'habile, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui est aussi dans la séduction, qui est aussi comédienne, qui manie très bien aussi les mots, hein, puisqu'on le disait, elle écrit. Et donc, elle a su aussi, on va dire, profiter de tous ses talents au service de son activité de devineresse, de voyante. Et c'est quelqu'un aussi qui a glané énormément de confidences. Et comme elle était consultée par beaucoup de personnes, c'est ce qui lui permettait de faire des recoupements. Et la mettait vraiment, on va dire, au cœur, au centre, on va dire, de tout un système d'information. Elle a peut-être sans doute eu un don, voilà, une sensibilité particulière. Ça, personne ne le sait, mais nous, dans notre milieu, on peut l'imaginer. Mais c'était aussi quelqu'un qui était très, très habile et qui a vraiment su créer tout un système, en fait, pour capter, on va dire, ces informations. Donc, c'est quelqu'un qui était cultivé, c'est quelqu'un qui était peut-être même surdoué, qui jouait sur tous les registres. Et aussi, c'était quelqu'un qui, en fait, a utilisé toutes les techniques de divination. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est vrai que nous, on la connaît plutôt sous le côté cartomancie par, on va dire, la renommée des jeux de Mademoiselle Lenormand. On y reviendra aussi un petit peu plus tard, mais c'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup, beaucoup de mancie, notamment lorsqu'elle était emprisonnée. Elle écrit dans ses mémoires qu'elle a, par exemple, expérimenté la molybdomancie. Donc, c'est la mancie où on va faire fondre des gouttes de plomb dans l'eau. On va récupérer ces formes et donc on va les interpréter. Elle a fait aussi de la cataptromancie, donc ça c'est la faculté de lire dans les miroirs, alors ou un miroir ou une cuvette métallique qu'on remplit d'eau. Également la téphramancie, donc ça c'est la lecture de l'avenir dans les cendres qu'on projette en fait, puisqu'on écrit par exemple une question sur une planche qu'on recouvre de cendres, et donc avec le vent ou avec le souffle, voilà, on va pouvoir lire certaines choses. Ce qui est très proche de la spodomancie, hein, c'est l'observation des cendres, c'est encore un peu différent. Aussi la libanomancie, donc elle va aussi pouvoir lire, on va dire, des choses dans le parfum, dans l'encens. La capnomancie, les volutes de fumée, donc voilà, en soufflant sur une bougie. Le marc de café, qu'elle utilisait aussi très très fréquemment. Voilà, donc elle utilisait plus d'une douzaine de mancies. Elle utilisait aussi plus d'une quinzaine de jeux de cartes, notamment des jeux qui étaient très très coûteux à l'époque, qui coûtaient plus de 400 francs. Donc c'est quelqu'un qui, finalement, dans l'absolu, pouvait lire, on va dire, l'avenir, dire des choses à partir de n'importe quel support. Voilà. Donc c'est vrai qu'on la connaît par les cartes, mais finalement c'est quelqu'un qui a vraiment été vraiment touche à tout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est très intéressant. Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup, beaucoup étudié les anciens grimoires, les méthodes donc d'Aliette pour le jeu était là, qui va fréquenter d'autres médiums, d'autres voyantes comme la Bontemps ou Mademoiselle de Cruzol, qui va aussi lire dans les lignes de la main, qui va voilà, utiliser aussi les blancs d'œufs, tiens d'ailleurs, pour aussi lire l'avenir, le cristal de roche, enfin bon, tout un tas de mancies. Donc, Mademoiselle Lenormand, elle va pouvoir, à partir de 1797, installer son nouveau cabinet dans un très bel appartement au numéro 5 de la rue de Tournon, donc dans le faubourg Saint-Germain. Et c'est là, pendant plus de 50 ans, qu'elle va recevoir la visite de très nombreux consultants de toutes les couches sociales. Alors, quand on arrivait chez elle, hein, donc déjà l'entrée de son appartement donnait sur la cour de l'immeuble, donc on y accédait par un perron de 3 marches. Et là, on était accueillis dans une antichambre, qui était en fait un salon orné de colonnades de stuc avec 4 bustes qui représentaient Jupiter, Saturne, Mars et Mercure. Il y avait aussi tout un mur recouvert de tableaux, de gravures, notamment des peintures d'elle aussi, hein, peintes par notamment David. C'est quelqu'un qui avait aussi un ego. Mademoiselle Lenormand, elle a écrit sur elle, elle a créé son mythe, comme je vous le disais, elle était
Et en fait, on le comprend quand on lit certains de ses écrits. C'est quelqu'un qui était dans l'ego, c'est quelqu'un qui faisait vraiment, on va dire, voilà, qui avait une certaine confiance, une certaine affirmation, on va dire ça comme ça. Et donc, dans ce salon, cette antichambre où les gens attendaient leur tour, eh bien, il y avait une pièce voisine qui était en fait séparée donc par une glace sans teint. Et on dit qu'une servante de Mademoiselle Lenormand observait et écoutait les bavardages pour lui rapporter certaines informations et des potins qui pouvaient aider Mademoiselle Lenormand dans ses consultations. Et dans le salon où elle recevait les personnes, il y avait tout un tas, on va dire, de bibelots, de vases, tout un désordre artistique. Et c'est dans ce salon qu'on voyait défiler tour à tour des hommes politiques, des banquiers, des duchesses, des femmes du monde, des actrices, voilà, tout un tas de gens très, très connus. Mais elle travaillait aussi pour toutes les bourses. C'est quelqu'un qui aussi n'a jamais, on va dire, oublié ses origines modestes. Alors, elle n'était pas pauvre, puisqu'elle était quand même fille de commerçant, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu, on va dire, en tous les cas, cette sensibilité, et donc elle pouvait dire aussi la bonne aventure à de simples domestiques, à des femmes de chambre, des habilleuses, etc., qu'elle faisait payer seulement 4 sous au lieu des 20 qui étaient prévus, en l'échange aussi de tuyaux. Voilà, donc vous voyez, c'est ce fameux système d'information dont je vous parlais. Voilà, elle avait ce système de la glace sans teint, elle avait ses relais finalement dans les grandes maisons du tout Paris, elle avait la proximité aussi de gens très influents et très célèbres. On lui connaît aussi une relation intime avec Fouché qui était lieutenant de police. Donc, elle était vraiment au cœur de beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis donc, elle recevait les gens assises dans un vaste fauteuil devant un guéridon qui était chargé de jeux de cartes. Alors, je vous disais qu'elle travaillait avec une quinzaine de jeux de cartes et de tarot. Elle avait les mains couvertes de bagues et elle avait la tête coiffée d'une sorte de turban oriental. Alors, c'est vraiment intéressant parce que finalement, Mademoiselle Lenormand, c'est l'archétype de la voyante. C'est-à-dire qu'avant Mademoiselle Lenormand, les diseuses de bonne aventure, c'était pas du tout, on va dire, la même image. Elle, avec ce côté aussi orientaliste, etc., elle va vraiment, en fait, définir l'icône. Elle va être une icône, mais elle va aussi définir l'archétype de la voyante. Et notamment, elle va inspirer Honoré de Balzac, elle va inspirer finalement tous ceux qui, par la suite, vont devoir incarner une voyante. Donc, c'est ça qui est aussi, je trouve, très intéressant à souligner. Alors, Mademoiselle Lenormand, elle va s'adapter à tous les régimes. Parce qu'en fait, c'est une époque, l'époque où elle a vécu, où il y a eu beaucoup d'instabilité politique, beaucoup de changements. Et elle va réussir finalement, voilà, tel lot, elle va vraiment s'adapter. Alors, elle se disait républicaine en 1798, et puis on la connaît surtout pour être royaliste. Elle va même se dire, selon sa propre expression, bourbonienne à l'excès. Donc, c'est Marianne Lenormand. Son surnom, c'est la Sibylle du faubourg Saint-Germain. Alors, comme je vous disais, elle va être consultée par de nombreux personnages politiques. On dit même que Napoléon aurait eu la curiosité de la consulter, puisque, comme je vous le disais précédemment, Mademoiselle Lenormand était très très proche de Joséphine de Beauharnais. Alors, on pourrait croire que ça lui confère une protection. Certes, oui, mais ça va quand même pas empêcher qu'elle se fera encore emprisonner par 2 fois en France. Alors notamment une fois où c'était à l'époque où en fait Napoléon Bonaparte avait le projet de divorcer de Joséphine de Beauharnais, puisque vous connaissez sans doute l'histoire, malheureusement elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Or Napoléon voulait un héritier au trône.
Et donc, c'est ce qui va le décider à divorcer d'elle. Et donc, Joséphine, qui était effondrée, qui était très triste à cette époque-là, consultait beaucoup Mademoiselle Lenormand. Et on dit que Mademoiselle Lenormand aurait eu des informations en fait très précises sur la date de ce divorce. Et donc, en fait, les autorités craignaient que finalement l'information fuse et que elle soit connue, on va dire, notamment des journaux, des médias de l'époque, avant même que l'annonce officielle ne soit faite par Napoléon Bonaparte. Et donc, par mesure, on va dire, de prévention, ils vont en fait se rendre à son domicile et mener une perquisition et l'enfermer le temps que Napoléon Bonaparte puisse annoncer justement son divorce avec Joséphine de Beauharnais. Voilà, donc mais néanmoins, elle n'a jamais, on va dire, été emprisonnée non plus très longtemps. Alors, à un moment donné, du fait des changements politiques que je ne vais pas trop vous détailler, elle se retrouve en fait à s'expatrier, à émigrer à Bruxelles, où elle va vivre quelque temps. Mais là aussi, elle va être en fait inquiétée, puisque en Belgique, à cette époque-là, pareil, je veux dire, voilà, la sorcellerie, l'astrologie, ce genre de choses étaient absolument interdits et encore moins tolérés qu'en France. Et donc, elle va se faire arrêter en 1821. On va lui prêter aussi des accusations d'espionnage. Bon, en tous les cas, elle risque 10 ans de prison. Elle ne fera qu'un mois de prison, mais ça n'a pas été simple, on va dire, de la faire libérer. Et donc là, elle est un peu calmée. Elle retourne en France en 1830. Après sa libération, et c'est là qu'elle va aussi un petit peu, je dirais, stopper son activité. Bon, à cette époque-là, elle a quand même déjà plus de 65 ans, et donc elle va uniquement encore tirer les cartes et faire appel à ses dons au service de ses amis. Voilà, elle va comme continuer à faire quelques voyages, notamment dans sa ville natale d'Alençon, où elle avait l'intention de se fixer. Voilà, elle voulait partir de Paris, mais finalement, on n'en a pas eu le temps, puisque elle qui avait prédit qu'elle vivrait 124 ans, va mourir le 23 juin 1843 à son domicile au numéro 5 de la rue de Tournon, à l'âge de 71 ans. Elle va laisser une fortune considérable, qu'on estime entre 800 000 francs et 1 million de francs, ce qui est un truc énorme pour l'époque. Et elle va donner une partie à une nièce et une autre partie à un neveu qui est officier à l'armée d'Afrique. Et puis elle va être inhumée au Père-Lachaise. Alors son enterrement va faire grand bruit, ce qui prouve bien justement en fait déjà la renommée, l'importance qu'elle avait. On dit que son cercueil était tiré dans une calèche de 4 chevaux blancs qui était précédée par une centaine de pleureuses. Voilà, et il y a des gens très très célèbres qui ont participé à son enterrement, notamment Victor Hugo. Voilà. Donc vous pouvez d'ailleurs toujours aujourd'hui voir la tombe de Mademoiselle Lenormand au Père-Lachaise dans la 3e division. C'est une tombe qui est beaucoup visitée, elle est très fleurie, et aussi parce qu'il y a une tradition pour les voyants. On laisse en fait une carte sur sa tombe, voilà, et ça porterait chance. Donc voilà la grande histoire de Mademoiselle Lenormand. Alors aujourd'hui, en fait, on la connaît surtout à travers les jeux, peut-être que vous avez d'ailleurs chez vous. Donc le petit Lenormand, le grand Lenormand, le petit Lenormand qui est sans doute très ressemblant de ce qu'elle utilisait, puisque ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle n'a jamais créé de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une recherche même sur les jeux ou dans les présentations de ces jeux de cartes, on dit toujours que ça a été créé par Mademoiselle Lenormand. C'est faux, en fait. Ça a été récupéré, ça a été créé par les quartiers de Paris juste après son décès. Mais c'est vrai que le jeu du petit Lenormand, on imagine que ça ressemble à ce qu'elle utilisait, puisqu'elle utilisait en fait un jeu de cartes classique. Enfin, elle en utilisait pas mal finalement, différents tarots, etc. Mais elle utilisait notamment un jeu de cartes classique à enseigne française où elle mettait des annotations.
Voilà, donc on peut imaginer que ça ressemble un petit peu au jeu du petit Lenormand. Et le grand Lenormand, c'est un jeu qui est plus complexe, qui est un peu syncrétique, hein, puisqu'on va y retrouver, si vous l'avez ou si vous l'avez déjà vu, sur chaque carte, vous allez avoir énormément d'informations au niveau de l'iconographie. Vous avez à la fois des figures mythologiques, vous avez des plantes, vous avez des signes kabbalistiques, vous avez de l'astrologie, vous avez plein de choses. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, vous allez pouvoir finalement travailler avec différents outils en un seul jeu. Et c'est ça qui fait vraiment, on va dire, aussi l'intérêt du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, ça reste comment dire, ça reste des classiques. Ils ont été édités, traduits partout dans le monde. Et c'est ce qui fait vraiment, on va dire, aujourd'hui que la célébrité de Mademoiselle Lenormand est mondiale et on peut imaginer qu'elle durera encore longtemps. Et d'ailleurs, c'est aussi perpétué par un autre élément que j'ai découvert et ça m'a amusé. C'est aussi un personnage d'Assassin's Creed. Donc on peut imaginer que les jeunes générations connaissent Mademoiselle Lenormand aussi par le biais de ce jeu vidéo. Waouh. Voilà, Lina, j'espère que je t'ai éclairée sur la vie de Mademoiselle Lenormand. Ah, tu nous as appris énormément de choses. Et puis, je trouve ça assez intéressant aussi de se rendre compte que grâce aux jeux vidéo, aux séries, aux films, aux livres, eh bien, ils mettent des personnages aussi hauts en couleur pour pouvoir nous intéresser à leur histoire et notamment peut-être à l'art du tarot. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, en tous les cas, moi, en plongeant dans l'histoire de cette femme, je trouve que c'est vraiment, enfin, j'ai pensé beaucoup, tu sais, aussi à certaines personnes qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, certaines personnes influentes, youtubeuses, influenceuses, on va dire plutôt, parce que finalement, elle était déjà multi-support. Elle était influente. Voilà, c'était une influenceuse de son époque. Elle faisait de la communication puisqu'elle avait même son propre journal et elle a écrit énormément d'ouvrages. Donc, en fait, finalement, alors c'est pas très loin, hein, finalement, le XVIIIe siècle, mais quand même, c'est un personnage, comme tu le disais, haut en couleur, mais excessivement contemporain, je trouve. Et c'est ça que je trouve vraiment, en fait, aussi fabuleux dans l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Et puis hyper intelligente, surtout dans sa manière de communiquer, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas développé à l'époque. Hein. Oui, c'était une femme d'une extrême intelligence et manipulatrice aussi. Ça va souvent de pair. Mais voilà, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment en fait un personnage très, très intéressant. Eh bien, je vous ai dit, hein. Vera, Bah oui. des pépites, des pépites. Alors Alina, maintenant ce que je te propose, Oui. c'est qu'on continue notre petite balade. Donc on va quitter la rue de Tournon et on va se rendre à l'église Saint-Sulpice. Eh bien écoute, c'est parfait. Allez, allons-y. Alors l'église Saint-Sulpice, c'est l'une des plus grandes églises de Paris. Alors elle est très connue, mais elle a connu un regain de popularité suite à la parution du fameux roman de Da Vinci Code de Dan Brown en 2003. Alors, je ne sais pas si tu as lu ce livre. Alors, j'ai pas lu le livre, mais par contre, j'ai vu le film. Hein. Et je peux te Oui, dire donc tu as vu le film de Ron Howard qui est sorti en 2006. Alors, c'est vraiment en fait une église qui mérite le détour. Pourquoi? Parce que bon, déjà, elle est impressionnante. Elle est impressionnante vue de l'extérieur. Déjà parce que elle a en fait un aspect un peu composite, un peu un aspect inachevé. Et ça s'explique par le fait que sa construction a été très chaotique. Il y a eu plein de stop and go. On a commencé à construire, à rénover, puis les chantiers se sont arrêtés. Enfin, bref. Et donc, c'est ce qui explique aussi, on va dire, son côté parfois un peu aussi asymétrique. Alors, sa construction, elle va démarrer en 1646 sur l'ordre de la reine Anne d'Autriche. Et cette église va se construire en fait sur les fondations d'un temple roman du XIIIe siècle, mais qui était devenu beaucoup trop petit.
Et donc, c'était bien parti au départ, le chantier, mais à peine 2 ans après, il y a eu l'épisode de la Fronde, ce qui va interrompre les travaux. Et d'ailleurs, en fait, l'architecte en charge va décéder en 1649. Donc, il va falloir attendre 12 ans pour qu'un nouvel architecte propose de nouveaux plans et que les travaux redémarrent. Mais là aussi, en fait, le chantier va s'interrompre en 1678 parce que l'entreprise qui est en charge des travaux est endettée. Donc, on va demander aux paroissiens de payer encore plus de taxes alors que pour rembourser, alors que les travaux n'avancent pas. Donc, les paroissiens étaient en colère. Enfin bon, voilà. Donc, il y avait beaucoup d'ennuis. Et c'est en 1714 qu'un jeune curé très ingénieux qui s'appelle Jean-Baptiste Joseph Languet de Cergy va être nommé à la tête de Saint-Sulpice. Et c'est quelqu'un qui va être plein de ressources, plein de bonnes idées. Notamment, il va avoir l'idée très originale de lancer une loterie pour récolter les fonds nécessaires à la reprise des travaux. Et cette loterie qui va être lancée en 1721, ça va être un énorme succès qui va durer longtemps parce que pendant 25 ans, tous les mois, cette loterie va se tenir et donc le billet qui coûtait 20 sous va permettre justement de financer les travaux. Donc il y avait en fait 25% de la somme qui était récoltée par la vente des billets qui va aller au financement des travaux et 75% pardon, du reste qui allait en fait aux gagnants de la loterie, donc aux paroissiens. Donc ça, c'est vraiment en fait une idée qui était quand même très très originale. Et l'église donc va finalement être consacrée en 1745. Mais les travaux ne sont pas terminés pour autant. La façade, elle est toujours inachevée. Donc le même curé va lancer un concours d'architectes. Et c'est un architecte du nom de Servandoni qui va être choisi, mais qui n'aura pas le temps d'achever le chantier puisqu'il va décéder avant la fin. Et à la suite, il y a plein d'architectes qui vont se succéder et avec différents plans, et ce qui va faire que ça va jamais être achevé selon les plans qu'avait pensé Servandoni. Néanmoins, on va considérer en 1870 que l'église est achevée. Alors en 1730, le même prêtre Languet de Jersey dont je vous parlais précédemment va aussi avoir une autre bonne idée, outre la loterie. Il va charger un astronome de construire un gnomon afin de calculer la date de Pâques en fonction des équinoxes. Pardon. Alors qu'est-ce qu'un gnomon? Alors un gnomon, c'est en fait un instrument qui permet de mesurer les variations du soleil à midi au cours de l'année. Donc c'est une forme, on va dire, de cadran solaire. Alors souvent, un gnomon, c'est un simple bâton qui est planté dans le sol. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. En fonction de la longueur de l'ombre et de son orientation, on peut déterminer l'heure. Et donc le midi solaire correspond au moment de la journée où l'ombre du bâton est la plus courte. Alors le gnomon de Saint-Sulpice, il diffère du gnomon classique. Plutôt que d'utiliser un bâton qui projette une ombre, en fait, c'est encore un orifice dans le vitrail situé à 25 mètres du sol, qui laisse en fait rentrer un rayon de soleil. À l'époque, cet orifice était équipé d'une lentille qui projetait donc l'image du soleil le long d'une ligne de laiton. Alors, cette ligne de laiton, elle traverse l'église dans un axe nord-sud et c'est ce qu'on appelle le méridien de Saint-Sulpice. Et cette ligne finit sa course sur un obélisque de marbre. Et il y avait 3 graduations qui rythmaient le méridien. Donc, quand le soleil venait frapper une plaque de marbre située au sol, ça indique le solstice d'été. Quand ça vient frapper un rond en laiton qui est au bord du cœur de l'église, c'est pour les équinoxes de printemps et d'automne. Et lorsque le soleil atteint le sommet de l'obélisque en marbre, c'est que c'est le solstice d'hiver. Et c'est en fait l'existence de cet appareil de mesure astronomique qui va faire que l'Église ne va pas être détruite pendant la Révolution française. Et c'est finalement en fait cet obélisque et ce dispositif très singulier qui va vraiment faire la première réputation de Saint-Sulpice avant le fameux Da Vinci Code qui va vraiment relancer encore, qui va vraiment encore développer davantage la renommée de cette église. Alors, si vous vous rappelez un petit peu du roman ou du film,
Durant toute l'histoire, les personnages ils sont à la recherche d'un objet, hein, ils sont à la recherche du Saint Graal qui serait peut-être caché dans Saint-Sulpice. Il est dit que la clé de voûte est cachée sous la rose ligne à la base de l'obélisque de Saint-Sulpice. Alors, qu'est-ce que cette rose ligne? C'est justement notre fameuse ligne en laiton qui trace le méridien de Saint-Sulpice. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la rose ligne? Alors souvent, on a cru que à tort, on a cru que c'était du cuivre à cause des reflets rosés. Mais or, en fait, c'est du laiton. Voilà, donc c'est pour ça que le méridien de Saint-Sulpice prend le nom de rose ligne. Et contrairement à ce que la fiction indique, le vrai secret du monument de Saint-Germain-des-Prés, de l'église de Saint-Sulpice, ce n'est pas une clé de voûte mystérieuse, mais c'est bien justement cet instrument de mesure insolite. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage dans le 6e arrondissement, à vous arrêter à l'église de Saint-Sulpice pour aller voir cet obélisque et ce fameux gnomon. Voilà pour notre deuxième étape. Alina, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là. Alors en plus, à chaque fois que tu dis gnomon, je pense au gnome. Hein. Donc je ne sais pas si je suis la seule. Oui. Alors, je suis quand même allée vérifier sur l'Académie française la prononciation, mais ça se dit bien gnomon. Voilà, ça se dit bien gnomon, comme gnose, comme bagnum, comme tout ça. Voilà, j'ai vérifié parce que je ne savais pas non plus si on disait gnomon, gnomon, mais ça se dit gnomon. Voilà. Voilà, vous verrez si vous arrivez à le replacer dans une discussion prochainement. Alors, sortons maintenant de l'église Saint-Sulpice et on va finir notre balade dans la rue de l'Hirondelle pour écouter la légende de l'hôtel de la Salamandre. Alors, la rue de l'Hirondelle, c'est une rue qui est située dans le quartier de la Monnaie. C'est une rue médiévale, donc très ancienne, qui a été ouverte en 1170 et qui a porté plusieurs noms successifs. Alors, son nom, en fait, proviendrait soit d'une famille qui s'appelait Arondal, soit d'une enseigne de commerce, on ne sait pas trop. Mais le mystère dont je vais vous parler va se passer au numéro 20 de la rue de l'Hirondelle. Alors, à cet endroit-là, il y a en fait un immeuble qui est situé à l'emplacement d'une partie de l'ancien hôtel d'Anne de Pisseleu, qui était duchesse d'Étampes et maîtresse de François Ier, et pour qui François Ier donc, va acheter et faire agrandir cet hôtel particulier donc au XVIe siècle. Et vous allez retrouver encore des traces, on va dire, de ce passé, puisque quand vous allez donc rue de l'Hirondelle, au-dessus du porche, au-dessus de la porte cochère, vous allez observer une salamandre en pierre. Il y a une deuxième salamandre, mais au fond de la cour, mais qui n'est pas visible depuis la rue. Donc celle depuis la rue, par contre, vous pouvez la voir. Alors souvent, on fait des parallèles forcément avec l'alchimie, le passé alchimiste de Paris. C'est une possibilité, mais la salamandre, c'est surtout en fait l'emblème de François Ier. Voilà. Donc, outre cette caractéristique historique, c'est aussi le lieu d'une légende parisienne célèbre. Et c'est même plus qu'une légende, ce dont je vais vous parler, c'est une histoire qui est tirée des mémoires des archives de la police de Paris et qui est résumée par la Société historique du 6e arrondissement, donc que des sources très très sérieuses. Donc, dans cette fameuse maison, donc au 20 rue de l'Hirondelle, vivait au tout début du XVIIIe siècle un homme qui était prodigieusement riche, qui s'appelait Maître Dumas et qui était un ancien procureur du tribunal du Châtelet. Il vivait à cet endroit-là avec son fils, avec sa fille et une pauvre servante qui s'appelait Margariton et qui était payée 12 écus par an, tellement l'homme était pingre. Donc elle faisait la cuisine, elle faisait le service des chambres, le nettoyage des souliers, elle nettoyait les hardes du maître, elle devait raccommoder, blanchir, pétrir le pain, chercher de l'eau à la rivière. Enfin bon, on retrouve dans les archives tous ces éléments-là. Et Maître Dumas, c'était donc un homme qui était excessivement riche. Et riche de quoi? D'un commerce qu'on disait avec le diable. Alors ça, c'était renforcé par le fait qu'on le voyait jamais à l'église. Et puis aussi qu'on lui prêtait la réputation de pratiquer la magie. En effet, il se serait fait installer tout en haut de sa maison une chambre remplie de livres où il examinait les astres, plus en astrologue qu'en astronome, dit-on. Et il dressait secrètement des thèmes de naissance de nombreuses personnes qui venaient le consulter.
Et chaque vendredi, à 3 heures précises de l'après-midi, Maître Dumas montait s'enfermer à double tour dans cette chambre. Et quelques minutes après, on entendait dans la rue de l'Hirondelle, le trot pesant d'une énorme mule qui s'arrêtait devant le logis du vieux Richard. Et cette mule qui s'arrêtait aurait été la plus belle du monde si elle n'avait pas eu sur le côté gauche une énorme blessure sanglante qui faisait horreur. Et un cavalier de grande stature et de forte corpulence la chevauchait. Lui avait aussi fière allure, mais son front portait l'empreinte de 3 blessures si rouges et si vives qu'on eût dit 3 charbons ardents incrustés dans la chair. Leur aspect épouvantait tant les gens qu'ils détournaient la tête à leur passage. Et depuis 30 ans, Dumas en avait alors déjà 90, le cavalier Samuel venait et repartait, on ne sait d'où et où. On dit que certains auraient tenté de les suivre, en vain, puisqu'on perdait toujours leurs traces au niveau du cimetière des Innocents. Alors, une fois arrivé chez Dumas, la mule restait sans être attachée dans la cour de la maison, et le cavalier volait tout droit à la salle haute et s'enfermait avec l'ancien procureur derrière la porte doublée de fer. Il y passait 1 heure avec lui, puis s'en retournait et repartait au grand trot. On n'a jamais su ce qu'ils y faisaient ou ce qu'ils se disaient. Et Maître Dumas ne redescendait qu'à la cloche du souper le vendredi soir. Et ce manège, qui a duré très très longtemps, et cette maison de manière générale, faisait copieusement jaser dans le quartier. Parce qu'en plus de ça, Maître Dumas vivait avec son fils qui avait déjà la cinquantaine, qui ne cessait d'annoncer un mariage qui ne venait jamais, et sa fille, qui avait déjà aussi 45 ans, restait dévote, acariâtre et intolérante, dit-on. Quant à Maître Dumas, lui, au contraire, il affichait une extraordinaire santé malgré son âge. Je vous disais, plus de 90 ans. On le disait même libertin. D'ailleurs, régulièrement, il se faisait remonter les bretelles par le curé. Et un matin, le matin du 31 décembre 1700, c'était un mercredi, vers 17 h, on entendit le pas lourd de la mule dans la petite rue de l'Hirondelle. L'inconnu monte dans le cabinet de Maître Dumas, qui bien sûr ne l'attend pas, puisque le rendez-vous était toujours le vendredi après-midi. Et à ce moment-là, on entend juste un cri horrible, des éclats de voix, et l'homme et la mule qui prennent le large avec la plus grande rapidité. Lorsque le procureur va descendre à l'heure du souper, ses enfants n'arrivent même pas à le reconnaître, tant il semble vieilli, tant il a la face livide, molle, ridée, cadavéreuse. Ses yeux sont éteints, d'ailleurs il ne reste pas dîner, et il désire juste remonter dans sa chambre secrète, mais il n'arrive plus à monter les escaliers, tellement il est, fatigué. Et je dirais, dans l'incapacité physiquement de se mouvoir. Et donc, son fils, avec l'aide d'un servant, va le hisser dans cette chambre. Il donne l'ordre qu'on vienne le chercher à 4 heures et qu'on l'enferme à double tour. Alors, ce qui va se passer dans cette chambre, on ne le saura finalement jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à 4 heures, comme convenu, son fils, aidé d'un ami de son père, vont ouvrir la porte pour le chercher. Et lorsqu'ils entrent, la pièce est vide. Le maître a disparu. Et on va le chercher, on va tout passer, on va dire, à la loupe. On fait venir des maçons, des menuisiers, des terrassiers, des charpentiers, la police, bien sûr, mais on ne trouve aucune trace de Maître Dumas. Et le mystérieux cavalier Samuel n'apparaît plus jamais, et on finit même par l'oublier. Donc cette histoire, elle pourrait s'arrêter là, si elle n'avait pas connu un rebond 50 ans après. Et ce rebond, c'est en fait le fait que cette histoire va être réinvoquée par Louis XV, qui connaissait bien en fait cette légende, puisque en fait son précepteur la lui racontait régulièrement. Il avait été très marqué par cette histoire. Et un jour qu'il se trouve en audience avec la Pompadour et le comte de Saint-Germain, qui était devenu en fait un familier de Louis XV et de la Pompadour, eh bien, il raconte cette histoire. Et là, le comte de Saint-Germain lui dit « Mais moi, je connais des informations secrètes par rapport à pourquoi du comment cette disparition mystérieuse de Maître Dumas. »
Et donc là, le comte de Saint-Germain, qui était donc, Mimi nous en a déjà parlé dans un portrait, qui était un alchimiste, un aventurier, un artiste, un musicien, enfin un homme vraiment en fait entouré de mystères, va tracer des cercles, des lignes, des figures kabbalistiques pour livrer ses secrets sur l'histoire de Maître Dumas. Et donc il dit: Sire, les ouvriers qui ont cherché Maître Dumas, ou bien ne possédaient que médiocrement les connaissances nécessaires, ou bien devaient être intéressés à ce que cette trace soit ignorée. Dans un angle de la chambre, une feuille de parquet est mobile et recouvre un escalier à vis, enfermé au travers de tous les planchers qui mènent à un caveau. C'est là qu'à l'aide d'une liqueur qui lui rendit force, Maître Dumas descendit, avala une potion puissante et ne s'éveilla plus. C'était donc le diable qui lui rendait visite, lui demande le roi. Sire, en répondant, je m'exposerai à de graves dangers. Et donc il se tue. Ne voulant en rester là, la Pompadour, elle va écrire au lieutenant de police pour qu'il relance des investigations. Donc on est 50 ans après. Et on a même des procès-verbaux qui l'attestent. Et donc, ce lieutenant de police, il va raconter qu'il va retrouver effectivement dans une chambre souterraine le cadavre de Maître Dumas encore vêtu, avec à ses côtés une coupe d'agate brisée et un flacon de verre qui contenait encore un sédiment d'opium. Alors, on peine à croire quand même à l'existence d'un escalier à vis qui descend tous les étages d'une maison, mais on pense plutôt que cette jonglerie a sans doute été concertée entre la marquise, le comte et le lieutenant de police dans le but de faire grandir la confiance du roi envers le comte Saint-Germain. Mais si le roi Louis XV fut réellement dupé dans cette affaire, en tous les cas, la réelle disparition du procureur n'est pas une légende parce qu'elle demeure toujours inexpliquée. Voilà, Alina. Ici s'achève notre balade dominicale dans le 6e arrondissement. Et d'ailleurs, ici s'achève le cycle de Paris magique et ésotérique dans le cadre de Witchy Planet. J'ai eu plaisir à vous parler de Paris, qui est une ville tellement magique, comme je l'indiquais. Et puis moi, j'aurais, comme tu le précisais avant, j'aurais plaisir à vous retrouver lors de la prochaine saison, toujours les 3e dimanches de chaque mois, dans Witchy Planet, pour continuer à vous faire découvrir des lieux, des cultures, des peuples, par le prisme de l'ésotérisme. Tout à fait. Et ce qui est merveilleux, on en développera un petit peu plus le 7 juillet, mais il y aura aussi Isilionne qui sera chaque 3e dimanche du mois. Ah, trop bien. Et oui, on fera ensemble. Cool. Tout à fait. Donc ça va être un mix entre que se passe-t-il dans le royaume et vos chroniques. Donc, Ah, génial. Ah c'est chouette, ça me fait plaisir. Elles seront un peu plus réduites parce que c'est vrai que pour cette saison, vous aviez beaucoup plus de temps d'antenne. Donc vous allez donc réduire à 30 minutes. Après coup, mais on expliquera tout ça en détail le 7 juillet, le pourquoi du comment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer pour la 2e saison, notamment les replays podcasts, mais je n'en dis pas plus. Et ça permettra d'avoir aussi un petit peu du temps aussi pour parler du royaume, échanger entre vous, parce que tu vas passer la première et après coup derrière, Isilionne enchaînera. Donc vous pourrez échanger sur ce qui se passe dans le royaume avant la chronique d'Isilionne, quoi. Tu vois ? Et voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, vous voyez, Witchy Planet, c'est l'agence de voyage au sein du royaume d'Antasia. C'est ça. Donc, je vais essayer de vous trouver plein de nouvelles destinations, qui soient enchanteresses. Ah bah ça va être bien, parce que si en plus tu me dis que c'est la boutique d'agence de voyage, je peux te dire qu'il va y avoir du monde. J'espère. On va faire des visites guidées, on va faire des croisières, voilà. Par exemple, ce serait merveilleux une visite guidée du royaume d'Antasia à vous. Mais carrément, on va préparer ça, Lina. Ouais, ça va être top, pour Halloween. Mais oui, tiens, bonne idée. Prenons rendez-vous pour Halloween. Que va-t-il se passer pour la visite guidée à Halloween ? Une idée comme ça en l'air, les amis. Donc à voir si vous avez des envies, des créativités qui s'opèrent. Eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.